Effectivement, pour terminer et ouvrir à vos questions, il me reste à parler des pays les plus affectés parce que, évidemment, si je rajoute François II, hein, c'est comme ça qu'on t'appellera jusqu'à la fin du débat, Gabriel et Michel, on a traité 6% du sujet. Moi, il me reste, dans les 10 minutes qui viennent, 94% du sujet à traiter, ce qui représente 0,6% de la population mondiale, hein, 6 adultes pour 1000 dans le monde. Alors, d'abord, est-ce qu'on a fait des progrès avant de regarder le futur? Il y avait l'objectif du millénaire pour le développement, c'était d'ici à 2015 d'avoir enrayé la progression du VIH-Sida et commencer à inverser la tendance. Je rappelle que la tendance, elle était à la hausse globale jusqu'en 97-98. La réponse est baisse de 40% des nouvelles infections entre 2000 et 2010. Ça, c'est vrai, c'est authentifié, tout le monde est sûr de cela. On ne peut pas dire qu'on n'a pas fait quelque part ce job-là par rapport à la cible 6A. Il y a un mais, c'est que, comme l'a dit Michel, depuis 2010, ça ne bouge plus. 1,8 million de nouvelles infections par an, c'est 5000 par jour. Pour mémoire, donc c'est 6000 un peu plus par an en France. Hein, mais là aussi, ça ne bouge pas non plus depuis la même période. Donc on a à toutes les échelles géographiques la même problématique. Donc c'est la même slide qu'a montré Michel, hein, cette courbe parfaitement plate ou désespérément plate, quelle que soit la région du monde que vous la regardez, depuis maintenant quelques années. Et puis la cascade, la cascade région par région, elle est par rapport aux cibles de 90. Hein. Vous avez imaginé, le bleu c'est le diagnostic, le orange c'est la mise sous traitement, le marron c'est la suppression virale. On est toujours en dessous et bien sûr ici on a la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, pratiquement toujours la moins bonne. Alors, pour terminer, j'ai envie de vous proposer une analyse hyper classique, hein, très académique, de type SWOT. Et puis, comme je suis très académique et un peu professeur, j'ai mis en vert ce qui est plutôt bien et plutôt en rouge ce qui est plutôt mal. C'est vraiment extrêmement basique, mais au moins, vous ne vous endormirez pas. Alors, les forces. Les forces, c'est qu'on a un alphabet, d'abord de l'élimination, c'est-à-dire qu'on a vraiment, avec des antirétroviraux chez les femmes enceintes et des femmes allaitantes, aujourd'hui la capacité d'éliminer la plus grande majorité, la très grande majorité des affections pédiatriques. Lorsqu'on passe au contrôle, on a un alphabet. Et cet alphabet, il est quand même extrêmement intéressant et particulièrement fourni, je vous le rappelle. Alors c'est vrai qu'un alphabet, ça commence en général par ABC. Là, le A et le B, je suis obligé de les faire disparaître. Hein. On est bien d'accord que vous y croyez pas trop et on ne va pas s'apesantir. Mais par contre, le préservatif, ça nous convient tous. La circoncision médicale masculine, je vais en dire un mot. Le conseil, le test, la réduction des risques, la prophylaxie post- et pré-exposition. Pour le contrôle des maladies sexuellement transmises, c'est moins évident. Et pour le traitement antirétroviral, il n'y a pas photo là non plus. Deuxième idée dans ces forces, on a des indicateurs de processus et ils commencent à parler, c'est 90, 90, 90. Alors, ils parlent lorsqu'on les regarde dans des cliniques, ils parlent lorsqu'on les regarde dans des populations plus ou moins ciblées, mais depuis 2-3 ans, on commence à faire des études en population. Et c'est notamment, ça a été confié par le PEPFAR à Columbia University, et c'est ce qu'on appelle les études FIA. Je vous renvoie au site de Columbia où vous pourrez avoir plus de détails là-dessus, mais des études FIA, il commence à y en avoir fait, vous voyez, dans tous les pays qui sont en gris ici, et il y en aura encore d'autres à venir. Donc on a vraiment maintenant des données sur le niveau de contrôle virologique à l'échelle populationnelle dans un certain nombre de pays, et ces résultats sont plutôt bons. Les tout premiers ont été publiés dans le MWR là, au mois de janvier de cette année. C'est très préliminaire, ça commence à être présenté dans des congrès, mais on commence à voir des choses se dessiner. Il y a un vrai contrôle virologique populationnel dans certains des pays les plus affectés. Alors les faiblesses. Les faiblesses, c'est que le modèle test and treat, mais ça, et Michel et Françoise l'ont dit, n'est pas complètement validé. Et je vais vous dire deux choses là-dessus, ce que nous avons fait en Afrique du Sud et ce qui a été fait à Rakai. Alors en Afrique du Sud, on a publié ça en fin d'année, maintenant c'est totalement en ligne sur le Lancet HIV. Un essai grandeur nature en population pour savoir si on pouvait, en proposant du dépistage et du traitement universel, réduire l'incidence en l'espace de 2-3 ans. C'était ce que prévoyaient les modèles de Graniche qu'on vous a montré tout à l'heure. Eh bien, vous voyez les taux d'incidence, 2,27 ici, 2,13 dans les communautés où on n'est pas intervenu, où on a utilisé l'usage habituel des antirétroviraux.
un risque relatif ajusté proche de 1, c'est-à-dire aucun effet décelable sur une période de temps courte, bien évidemment, mais c'était tout à fait les hypothèses de travail qu'on avait, c'était de réduire l'incidence d'à peu près 30 à 40% sur cette période. On n'est pas les seuls à faire ça. Il y a d'autres modèles d'expérimentation de ce type qui combinent peu ou prou les différentes interventions que je vous décris ici. Et si vous voulez savoir ce que ces chercheurs font, on a publié en tout début d'année au moins les protocoles comparés de ce qui se fait en matière d'essais d'intervention combinés. Les autres études ne publieront que dans probablement 1 an à 1 an et demi pour la plupart d'entre elles. Donc, à nouveau, les CNRS a été le premier et largement le premier à publier. Alors, en Ouganda, dans le district de Rakai, ils ont publié ça pour le 1er décembre 1997. Incontestablement, vous le voyez ici en rouge, la prévalence ne bouge pas sur la période 99-2016, mais l'incidence, elle chute. Et pendant ce temps, eh bien, en vert, vous voyez le taux de circoncision médicalisé qui apparaît et la couverture en ARV qui apparaît. Ils ont réduit l'incidence de 42% en 10 ans après cette stratégie de prévention combinée. Attention, ça marche mieux dans la population masculine que dans la population féminine. Et surtout, il n'est pas du tout sûr que ça soit maintenu. Et puis à nouveau, je vous rappelle qu'à Raqqa, il y avait eu des résultats très mitigés en matière de réduction par les infections sexuellement transmises, alors qu'à Mwanza, en Tanzanie, on avait obtenu des résultats très positifs. Donc là, c'est eux qui ont obtenu des résultats positifs. Ça reste un laboratoire expérimental et on ne sait pas si ça sera reproduit. Maintenant, encore du vert, quelques opportunités de mon point de vue. La circoncision masculine médicalisée, 14 pays africains prioritaires, une cible qui avait été fixée à 20 millions, mais quand même il y en a 11 millions qui ont déjà été faits, une nouvelle cible qui est maintenant fixée de 90% en 2021. Incontestablement, là, les effets sont des effets durables et que ça contribuera dans cette partie de l'Afrique australe à réduire incontestablement l'épidémie. Deuxième opportunité, incontestablement, le fait qu'on a des guidelines, des directives internationales, aussi bien sur le traitement que la PrEP, qui sont extrêmement solides et qui vont peu bouger, même si on a vu des évolutions récentes. Et puis la baisse du coût des médicaments, qui est un mouvement de fond, une tendance extrêmement lourde sur la décennie qui vient de s'écouler, avec le dolutegravir qui vient compléter cette liste à partir de 2018. Dans le symposium OMS qui a précédé, oui, celui-ci, on a indiqué des prix de $75 pour les combinaisons à base de dolu. Donc vraiment, on est sur des planchers en termes de prix. Donc là, à nouveau, des opportunités de passage à l'échelle qui sont énormes. Dernière opportunité, c'est que le VIH-Sida soit un modèle pour d'autres problèmes de santé, d'autres problèmes de société et pour la santé mondiale et qu'on emporte, entre guillemets, le mouvement. Oui, c'est une opportunité, on l'a beaucoup défendu, Michel et d'autres l'ont défendu, on l'a affiché, c'est pas forcément compris, c'est pas forcément accepté, et puis beaucoup ne veulent pas l'entendre. Il faut bien qu'on se le dise. Alors, pour terminer des menaces, la menace principale, c'est celle que Michel a indiquée et c'est celle qui était que les amis du Fonds mondial ont montré très brillamment aussi hier midi dans leur symposium. L'aide financière stagne, enfin plutôt la contribution financière à la lutte contre le sida, elle stagne, voire elle est en régression. Et là, on est vraiment en très grand souci. La discrimination persiste. Alors, Gabriel et François, vous l'avez évoqué. Il faut la mesurer. Normalement, dès le mois de juillet, l'ONU-SIDA présentera dans son reporting des indicateurs de mesure de discrimination par pays. Ça sera intéressant à voir et à regarder. Et puis, bien sûr, la faiblesse de l'engagement politique international. Pas besoin d'en dire plus. Michel mentionnait le Lancet Etchavit cette semaine. En fait, s'il était en français, on l'aurait donné à tout le monde parce qu'il y a l'article dont il a parlé. Il y a un article qui dit qu'il faut que le président de la République d'Afrique du Sud, le nouveau, s'engage dans la lutte contre le sida. Bref, on voit bien qu'on a besoin de leaders dans ce domaine. On a vu les Fast Track Cities, les villes sans sida qui sont apparues. Je suis évidemment ravi que le 29 janvier dernier, notre maire ait signé et que hier, il ait pu signer devant vous tous. Il en faudrait beaucoup et beaucoup plus. Probablement, les maires des grandes villes sont probablement les ministres de la Santé des années à venir. Enfin, pour terminer, dans les menaces, le fait que nous n'avons pas de microbicide à l'horizon empêche d'avoir une approche préventive dirigée vers les femmes qui soit efficace. Peut-être que ça changera dans l'année à venir, mais on n'en est pas sûr. En tout cas, il y aura des résultats d'un nouveau cycle d'essai d'ici la fin de l'année.
Pour rémission et guérison, je mets 2 points d'interrogation. Pour le vaccin, je mets 3 points d'interrogation. Je n'ai pas besoin de vous d'en dire beaucoup plus dans l'immédiat. Alors, pendant 30 ans, on a cheminé sur quelque chose qui ressemble à ceci, hein, pour arriver à toutes ces preuves et tout ce qui nous amène sur le chemin de la fin du sida. C'était plus difficile que de venir à Bordeaux au cours des 48 dernières heures, me semble-t-il. Depuis 3 ans, on avance très très vite, hein. On a fixé des cibles, on a balayé tous les obstacles sur les directives internationales et nationales, le dépistage, le traitement universel, la PrEP. On a fixé depuis quelques mois donc des manières de calculer ce genre de choses, on verra si ça tient à la route ou pas. Mais évidemment, on est dans une période très compliquée. Les ressources, beaucoup de craintes, je vous l'ai dit. Comment on passe vraiment à l'échelle supérieure, c'est extrêmement compliqué. Et puis, on est en compétition. On est en compétition avec le réchauffement climatique, on est en compétition avec Ebola, on est en compétition avec tout ce que vous voulez. Et puis, il n'y a plus de leader. Donc, est-ce que ça, c'est une opportunité ou une menace? Finalement, on pourrait discuter de ça une dernière fois. En tout cas, le dernier kilomètre, il ressemble probablement plutôt à ceci, après le chemin sinueux qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher de reprendre 20 secondes ma casquette de directeur de l'ANRS. Évidemment, si on a des avancées scientifiques supplémentaires, ça rajouterait d'autant plus de capacité à accélérer notre agenda. Voilà ce que je voulais dire pour terminer. Merci.